Bonjour, j'ai souhaité par l'entremise de cette séquence vidéo partager mon rapport au nœud borroméen dans la théorie psychanalytique lacanienne et montrer de façon plus concrète comment se fabrique ce nœud que nous connaissons la plupart du temps par ses représentations en deux dimensions sur le papier. Nous verrons comment s'articule et se conçoit cet outil topologique qui nous sert à penser la structure psychique de l'humain tant dans la clinique de la névrose que dans l'approche théorique de la psychose, notamment avec cette curieuse tentative de réparation du dénouage psychotique que sera la constitution d'un symptôme. Cette partie sera abordée lors d'une seconde séquence. Un minuscule rappel pour dire que le nœud borroméen correspond bien à une figure topologique puisqu'on peut la tordre dans tous les sens sans qu'elle ne perde ses propriétés nodales. Elle fut apportée à Lacan par son ami le mathématicien Guilbeault en 1972, à la veille d'une des séances du séminaire 19, nommée ou pire. Lacan considéra qu'elle lui allait comme une bague au doigt dans ses avancées théoriques, lui permettant d'aller toujours plus près dans la figuration des concepts fondamentaux de la psychanalyse. Cette figure lui permit de faire une place inédite et plus concrète au réel, à la jouissance et à l'objet A, qui n'apparaissaient pas ensemble dans les schémas antérieurs, que ce soit le schéma L, R, I, le graphe, le schéma optique, le tore ou encore le cross-cap. Ce nœud, ou plus exactement ce coincement, dont l'ouverture d'un seul des ronds désolidarise le tout, permet de mettre en place les trois registres que sont l'imaginaire, le symbolique et le réel. J'ai choisi de les représenter ici, chacun dans une couleur différente. Vous verrez que leur maniement n'est jamais aussi simple qu'il y paraît, en particulier quand nous créerons un quatrième rond, le symptôme, dans la séquence ultérieure. Les entrecroisements des trois ronds borroméens délimitant trois zones de jouissance spécifiques, appelées jouissance phallique, jouissance du sens et jouissance autre, hors langage, que nous ne préciserons pas davantage ici, et un vide central qui correspond au lieu de l'objet A. Partons du réel, puisque c'est très certainement ainsi que commence la vie de l'humain. Ce réel, dont Lacan nous dit qu'il ne manque de rien, évoque le nouveau-né totalement dépendant, qui n'est pas encore traversé ni par l'imaginaire, ni par le symbolique. Ce registre réel sera alors, sûrement très tôt, barré par l'irruption de l'imaginaire, c'est-à-dire le champ des images. À cet instant, le sujet n'est encore que l'enfant sauvage de l'Aveyron, pour faire allusion au film de François Truffaut, un infans quasi autistique. Ce sera ensuite un troisième temps qui viendra humaniser l'enfant en devenir. Cette thématique du 3, par ailleurs, est centrale dans les théories de l'inconscient. Un troisième temps où la parole marquera le réel de l'empreinte du symbolique. L'empreinte d'un signifié pourtant jamais advenu, ou tout aussi bien disparu dans l'effacement de sa propre trace, l'Urvertrangung freudien, et dont le défilé des signifiants ne cessera jamais d'évoquer le paradoxal souvenir. Le discours va se mettre à serpenter entre imaginaire et réel, sans jamais en traverser aucun, à la différence des anneaux olympiques par exemple, mais en coinçant dès lors les trois registres qui tiendront ensemble de cette façon. Partons donc du réel, sous la forme d'un rond, qui viendra être traversé par un trait imaginaire. Un trait imaginaire qui d'une certaine manière représente le symbole de l'ensemble vide. Ce champ de l'imaginaire va partir de façon infinie pour lui aussi s'arrondir et représentons-le à ce moment par un deuxième rond, le rond de l'imaginaire, le rond du réel. Pour l'instant, ils ne tiennent pas ainsi. Ce qui va les faire tenir ensemble, ce sera ce troisième registre, celui du symbolique, celui de la parole, qui va venir serpenter entre ces deux registres-là, sans en traverser réellement aucun,
et les faire tenir ensemble. De façon circumlocutoire, le registre symbolique va se mettre à s'arrondir, tourner en rond, c'est le discours courant pour Lacan, et venir se refermer pour former un nœud borroméen. Celui-ci tient maintenant tout seul, chacun des registres est tenu, et, comme on l'a montré, l'ouverture d'un seul désolidarise le tout. Bonjour, notre deuxième séquence sera consacrée au ratage du nouage borroméen dans la psychose, à la différence du nouage signifiant qui avait eu lieu dans la névrose présenté dans une séquence précédente et portant sur la conception du nœud borroméen dans le process névrotique. Nous tâcherons de montrer de façon plus concrète comment se tisse une réparation de ce non-coincement par un quatrième rond que nous connaissons le plus souvent par ses représentations en 2 dimensions sur le papier. Il s'agit du rond nommé symptôme. Le symbolique ne viendra pas ici coincer les 2 autres registres, comme c'était le cas dans la névrose. Cette description d'un nouage raté correspond à la notion de forclusion du signifiant S2, signifiant nom du père, écrit au pluriel pour ne pas le faire dépendre du seul patronyme, alias la métaphore paternelle. L'absence de celle-ci n'introduira pas la ternarité indispensable à diviser le sujet. Rappelons que Lacan énonçait dans son séminaire 5 sur les formations de l'inconscient qu'un sujet devait être divisé. S'il ne l'était pas, il était fou. Cette division ternaire le maintiendra triangulé dans un complexe oedipien, conduisant au refoulement de l'objet cause du désir et à la constitution d'un fantasme inconscient par la mise en place de la référence phallique. Dans la psychose, nous nous trouvons avec 3 registres flottants, dissociés, non coincés. Existera alors la possibilité d'un coincement de substitution, une sorte de réparation signifiante que Lacan proposa de nommer symptôme en écho à l'intérêt qu'il portait pour saint Thomas d'Aquin, un saint homme, et à la plus ancienne graphie du mot symptôme dans le français du XIVe siècle. L'illustration paradigmatique clinique de cette notion de symptôme renvoie le plus souvent à ce que fut l'écriture dans la psychose de James Joyce, une écriture convoquant le père, mais non plus dans une chaîne métaphorique, mais sous l'angle d'une métonymie quasi exclusive et selon un découpage littéral particulièrement original. Bien entendu, d'autres points d'appui que l'écriture peuvent venir constituer des symptômes, la peinture, la sculpture, pourquoi pas une hyper-intellectualisation scientifique par exemple, etc. Expliquant alors l'existence d'une plus ou moins grande cohésion psychique chez certains psychotiques pourtant capables de délirer par ailleurs. Le symptôme va faire tenir ensemble symbolique, imaginaire et réel, en serpentant de façon borroméenne entre eux, sans jamais en traverser aucun, comme c'était le cas pour le nœud borroméen classique. Cette représentation théorique conceptuelle me paraît d'une extrême pertinence pour expliquer le maintien d'une adaptation dans certaines psychoses. Voyons comment ce 4e rond se met en place. On part de nos 3 registres connus jusqu'à maintenant, le symbolique, l'imaginaire et le réel. 3 registres qui ici ne sont pas borroméennement coincés, ils ne tiennent pas ensemble. C'est la psychose. Un 4e rond que j'ai bricolé, puisque en définitive c'est de ça qu'il s'agit, c'est bien d'un bricolage, d'une réparation symptomale, va venir serpenter par-dessus le symbolique, par en dessous l'imaginaire, par-dessus le symbolique à nouveau,
par en dessous le réel, par au-dessus du symbolique, sous l'imaginaire, à nouveau sur le symbolique et sous le réel. On devrait maintenant pouvoir les connecter ensemble, refermer le symptôme sur lui-même et se rendre compte qu'effectivement, nous sommes bien dans un nouage, dans un coincement borroméen, puisque le symptôme passe en avant du symbolique sans jamais le traverser, il passe en arrière de l'imaginaire sans jamais le traverser, il laisse le réel en avant aussi, puisqu'il passe ici sans jamais le traverser, et fait tenir les trois registres ensemble et se désolidarise à l'ouverture du symptôme. Cette représentation théorique conceptuelle me paraît d'une extrême pertinence pour expliquer le maintien d'une adaptation dans certaines psychoses. Et bien que ce soit un point théorique encore largement débattu, on peut s'interroger sur la fonction de symptôme que peuvent avoir ce qu'on appelle les bords ou les affinités dans l'autisme, sur lesquels prennent appui les autistes. Ces bords qu'il convient de façon impérative de respecter dans l'abord thérapeutique de l'autisme et pour espérer élargir le champ des socialisations et du développement de ces malades. Toutefois, les analogies entre symptômes dans la psychose et bords dans l'autisme butent sur le caractère signifiant des premiers qui ne se retrouvent pas ou peu dans la pure signification des objets d'affinité chez les seconds.